Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 91. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'arithmétique qui va mettre en lumière une identité assez intrigante. L'énoncé est le suivant. Nous avons pour n'importe quel entier naturel non nul oméga de n qui va désigner le nombre de facteurs premiers qui divise n. On va noter mu, la fonction de Mobius sur n étoiles. Je vais vous rappeler d'ici quelques instants ce qu'est la fonction de Mobius. Et on va démontrer l'identité suivante pour n'importe quel entier naturel non nul. La somme des mu de d au carré, où d fait le tour des diviseurs de n qui sont positifs, et bien ça nous donne exactement 2 puissance oméga de n. Voilà, c'est un exercice qui peut très bien se traiter en première année de classe préparatoire. Il suffit d'avoir suffisamment, j'ai envie de dire, de bagages en arithmétique pour pouvoir attaquer cet exercice et aussi avoir vu ce qu'est cette fonction de Mobius. Alors je vais vous rappeler tout de suite une définition possible de la fonction de Mobius sur n étoiles. Donc la fonction de Mobius sur n étoiles peut se définir de la manière suivante. Mu de n, et bien ça va être égal à moins 1 puissance k si n peut s'écrire comme produit de k nombres premiers distincts, donc avec P1, enfin PI différent de PJ pour tout I différent de J. Et on a également que PI est un nombre premier, bien sûr. Ok. Et ça vaut 0. Sinon, donc en fait, sinon ça signifie qu'il y a un carré qui divise n. Donc si il existe P un nombre premier tel que P carré divise n. Dès qu'on a cette chose qui intervient, mu de n, ça fait 0. Sinon, ça fait moins 1 puissance k. J'aimerais aussi souligner que si n égale 1, ça veut dire dans ce cas-là qu'il n'y a pas de facteur premier qui apparaît dans la décomposition. Et dans ce cas-là, on va calculer moins 1 puissance 0, ce qui donnera 1. Voilà, petite remarque en passant. Et donc, cette fonction de Mobius, en fait, on peut définir une fonction de Mobius de manière encore plus générale sur des possets, sur des ensembles partiellement ordonnés. C'est l'objet d'un précédent Exode-Call qu'on a déjà traité sur la chaîne, l'Exode-Call numéro 78, où il s'agissait de démontrer une formule d'inversion de Mobius qui était valide pour n'importe quel posset. Alors, sous certaines réserves bien sûr, mais pour n'importe quel posset, on pouvait démontrer, donc déjà définir la fonction de Mobius et ensuite démontrer des formules d'inversion de Mobius. Et en fait, on a vu aussi un cas pratique. On avait démontré notamment que cette fonction de Mobius sur n étoiles est un cas particulier, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'ensemble partiellement donné, donc pas l'ensemble, c'est les entiers naturels non nuls, et l'ordre, ça sera la divisibilité. Si vous prenez cette chose-là, ça vous donne un posset, et pour ce posset, on peut définir donc la fonction de Mobius, et cette fonction de Mobius va correspondre à la fonction de Mobius que vous voyez ici, la fonction de Mobius sur le posset, ça va correspondre exactement à ça. Et donc, avoir la formule d'inversion de Mobius permet de démontrer des identités liées à mu de n, notamment ici, par exemple pour la fonction indicatrice de l'air, des choses de ce genre-là. Mais on a vu aussi que les formules d'inversion de Mobius pouvaient être utiles dans d'autres cadres, par exemple pour les inversions de Pascal, formule d'inversion de Pascal, pour aussi démontrer la formule d'inclusion-exclusion. Bref, on a vu d'autres cadres dans lesquels ces fonctions de Mobius peuvent apparaître, et je vous invite, si vous voulez un petit complément sur les fonctions de Mobius, à aller jeter un coup d'œil à cet Exode-Call qui est, je trouve, ma foi, sympathique. Bon voilà, je ne vais pas dire de trucs en plus, je pense qu'avec ce que vous avez là, vous pouvez très bien attaquer l'exercice et le résoudre par vous-même. Alors je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer cette identité avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors je vais vous proposer plusieurs résolutions de cet exercice. Je vais vous en proposer en fait 3. Je vais vous en proposer un brutal, qui peut très bien se faire en première année de classe prépa. Pas de problème, il n'y a pas besoin de connaissances supplémentaires que là, ce que je viens de vous donner, la fonction de Mobius et 2-3 petites choses en arithmétique. Ça suffira amplement. Je vais vous donner ensuite une deuxième preuve qui utilise un tout petit peu plus de connaissances sur les fonctions arithmétiques. Et une dernière preuve combinatoire. Donc je vais vous faire 3 preuves. Et puis pour chacune de ces preuves, vous allez voir aussi l'intérêt de chacune des preuves. En tout cas, le genre d'outil qu'il faut savoir manipuler pour chacune de ces preuves. Et vous allez voir aussi plus ou moins les choses intéressantes à travers les différentes preuves qui peuvent être bons à garder en tête. Donc je vais commencer par une première preuve. Alors je vais peut-être me mettre un petit plan. Je vais
commencer par une première preuve qui va être une preuve brutale. Alors je m'explique, je vais simplement chercher à calculer cette somme. Et pour calculer cette somme, je vais essayer de comprendre à quoi ressemblent les diviseurs d'un entier n. Et c'est tout ce que je vais faire. Et en jouant là-dessus, et en jouant avec la somme que je vais obtenir, je vais essayer de démontrer ce que je voudrais. Très bien, donc ça c'est la forme brutale. Une autre version qui peut se faire, c'est en étudiant les fonctions arithmétiques, et en fait en jouant avec les fonctions qui sont dites multiplicatives. Alors je m'explique, une fonction est dite multiplicative, donc une fonction f est dite multiplicative dans les entiers naturels non nuls, si à chaque fois que je vais calculer f de n fois m, je peux écrire f de n fois f de m, à condition que n et m soient premiers entre eux. Donc je vais vous faire une autre preuve qui utilise cette propriété-là. Et donc en l'occurrence, on va démontrer que les deux fonctions qui sont en jeu, donc c'est-à-dire la fonction qui a n associe 2 puissance oméga de n, ça c'est une fonction multiplicative, et on va montrer de même pour l'autre fonction qui a n associe cette chose-là, on va montrer que c'est multiplicatif, et une fois qu'on a montré que c'est multiplicatif, on verra qu'il suffira donc de montrer l'égalité pour n'importe quel n qui s'écrit comme puissance d'un nombre premier, et une fois qu'on a fait ça, on aura terminé. Voilà, je vous ai donné un petit peu l'idée de la preuve qui va s'en suivre ici pour le 2. Et une troisième preuve que j'aimerais vous proposer, c'est une preuve combinatoire. Alors pour vous donner une idée de comment va marcher cette preuve combinatoire, en fait la preuve combinatoire aura pour but d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'énumérer à travers ces nombres que vous voyez ici. Alors petit indice, ici vous voyez un 2 puissance oméga n, dans quel cadre d'énumération on peut voir quelque chose qui s'écrit 2 puissance un nombre. Si vous trouvez une réponse à cette question, vous faites déjà un pas pour essayer de démontrer l'égalité qui se trouve ici. Donc voilà les trois preuves que je vais vous proposer. Je vous laisse à nouveau faire une pause, maintenant que je vous ai donné différents axes d'attaque. Je vous laisse à nouveau faire une pause pour essayer par vous-même d'emprunter un de ces axes d'attaque. Essayez de voir si vous êtes capable de démontrer cette identité en suivant l'un de ces axes par vous-même avant que je ne le fasse. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors je vais donc commencer par une preuve brutale. Hop. Alors la preuve brutale est la suivante. Je prends un entier n et je peux utiliser, et c'est quasiment tout ce que j'aurai besoin ici, je vais utiliser la décomposition au facteur premier. Donc je sais que n peut s'écrire un certain P1 à une puissance M1 fois P2 à la puissance M2, etc. jusqu'à PK à la puissance MK. Donc avec P1, PK des nombres premiers, 2 à 2 distincts, et puis M1 jusqu'à MK des entiers naturels non nuls, qui vont correspondre donc aux multiplicités ou aux valuations périodiques, si vous préférez, de l'entier n. Bon, très bien, alors maintenant que j'ai écrit ça, à quoi ressemble un diviseur de n? Eh bien, un diviseur de n, un nombre qui va diviser n, un nombre positif qui divise n, précisons-le quand même, donc d divise n, ça va être équivalent à dire que d peut s'écrire une certaine puissance de P1, qu'on pourrait appeler P1 à la puissance K1, K1 c'est peut-être pas un bon choix, I1 disons, puis P2 à la puissance I2, etc. jusqu'à PK à la puissance IK. N'importe quel diviseur d'un entier n peut être donné par, je choisis une puissance de P1 compris entre 0 et M1, je vais choisir une puissance de P2 compris entre 0 et M2, etc. jusqu'à PK, j'ai choisi une puissance compris entre 0 et MK. Donc en faisant ça, je peux donc écrire n'importe quel diviseur de cette manière-là, avec, donc bien sûr, I indice J qui va être compris entre 0 et M indice J. Donc pour tout J, compris entre 1 et K. Et maintenant que j'ai écrit ça, je peux commencer à me lancer dans le calcul de cette chose. Donc si je fais la somme pour D qui divise N, D supérieur ou égal à 1 de mu de D carré, et bien ça va me faire une somme de plein de trucs. Alors je vais l'écrire, j'ai une somme pour I1 allant de 0 jusqu'à M1,
somme pour i2 allant de 0 jusqu'à m2, etc. jusqu'à somme pour ik allant de 0 à mk, de mu de P1 puissance I1 jusqu'à PK puissance IK au carré. Donc en fait je décortique à quoi ressemble exactement chacun des diviseurs de n. Ce qui me donne cette somme qui semble ignoble, je suis d'accord avec vous, mais il y a des trucs qui vont largement se simplifier. Car la fonction de Mobius, elle vérifie cette propriété-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nombre premier au carré qui divise l'entier, le Mobius de ce nombre va donner 0. Et donc ça veut dire que dès que vous avez I1 par exemple qui est plus grand que 2, le Mobius vaut 0. I2 plus grand que 2, pareil. I3 plus grand que 2, pareil. Jusqu'à IK plus grand que 2, pareil. Donc en utilisant cette propriété, je me rends compte que cette somme va vraiment énormément en fait se simplifier. Je vais me retrouver avec somme pour I1 allant de 0 à 1, somme pour I2 allant de 0 à 1, etc. jusqu'à somme pour IK allant de 0 à 1, des mu de P1, I1, etc. PK, IK au carré. Alors maintenant, je sais que les mu qui apparaissent ici, donc là la simplification, je le répète, c'est parce que je sais que si P carré divise l'entier en jeu, alors, donc l'entier en jeu on va l'appeler D, alors mu D vaut 0. Alors dès que j'ai un carré qui apparaît, dès que j'ai un facteur carré qui apparaît, le Mobius vaut 0. Donc maintenant que j'ai ça, ok très bien, je peux montrer qu'on a cette égalité là, mais là, le Mobius, il vaut soit 1, soit moins 1. Mais comme je le mets au carré, bon bah il vaut toujours 1. Donc là maintenant je me retrouve avec juste des sommes de 1 finalement. Donc, je me retrouve avec somme I1 allant de 0 à 1, somme I2 allant de 0 à 1, etc. jusqu'à somme IK allant de 0 à 1. De 1. Donc là ça vient du fait de la deuxième propriété, mu D au carré, ça vaut toujours 1, sinon. S'il n'y a pas de nombre premier au carré qui divise D. Donc je me retrouve avec ça. Et puis là, il suffit juste de compter combien y a-t-il de uplets, I1 jusqu'à IK, où chacun des éléments du uplet ont le droit de valoir soit 0, soit 1. Alors là, j'ai combien de choix? J'en ai 2. Ici, j'en ai aussi 2. 2, 2, 2. Ça va me donner 2 puissance K. J'ai 15 indices. Donc ceci me donne 2 puissance K. Très bien. Mais le K qui est ici, eh bien c'est exactement le nombre de facteurs premiers de n. Donc ça veut dire que ce K-là, c'est en fait oméga de n. C'est gagné. 2 puissance oméga de n. Et voilà la méthode brutale de calcul effectuée. Vous voyez que ça fonctionne bien, même si bon, faut s'accrocher un petit peu dans l'écriture, mais ça marche très bien. On voit des simplifications se faire au fur et à mesure pour nous amener à l'identité souhaitée. Bien, donc voilà, ça c'était la première preuve que je voulais vous montrer. Certes, un peu longue, un peu lourde, mais qui se fait très bien à condition qu'on ait compris les objets qu'on manipule et qu'on ait bien pensé à cette idée, en fait, de la décomposition en facteur premier du nombre n. Une fois qu'on a pensé à ça, pour démontrer l'égalité de manière un peu plus élégante que celle que j'ai faite ici. Je vais admettre que mu est multiplicative. C'est pas très dur à vérifier. Mais bon, j'aimerais vous le laisser en exercice. Ok, c'est un truc sympa à faire. Donc, c'est-à-dire montrer que mu est multiplicative, ça veut dire que si je prends, je le rappelle, ça veut dire que si je prends n et m des entiers naturels non nuls tels que n et m sont premiers entre eux, alors, eh bien, mu de n fois m, ça fait mu de n fois mu de m. Donc je vais admettre que mu est multiplicative. Alors je vais faire deux choses. La première, c'est
je vais regarder la fonction qui a n associe 2 puissance oméga n. Et cette fonction-là, on peut montrer qu'elle est multiplicative. Donc petit a. On va montrer que la fonction qui a n associe 2 puissance oméga n, oméga de n, est multiplicative. Puis on va faire pareil. Alors je vais faire quand même par étapes. Je vais montrer que si phi est multiplicative, donc si j'ai une fonction qui est déjà multiplicative, alors eh bien, la fonction qui a n associe la somme pour d divise n, d supérieur égal à 1, des phi de d, l'est aussi. J'aimerais vous montrer cette propriété bien sympathique sur les fonctions multiplicatives, c'est-à-dire que si je prends une fonction multiplicative, regardez ça, ça marche aussi, ça reste multiplicatif. Donc ça, je pense que ça peut être sympa à voir, et du coup, on pourra en déduire que cette partie-là sera aussi multiplicative. C'est montrer l'égalité pour n égale p puissance un nombre premier, enfin p, je veux dire la puissance d'un nombre premier, donc p puissance k, ok, k entier naturel, et enfin conclure. Voilà les étapes de cette autre preuve, un petit peu plus long, qui demande un peu plus de background, mais vous allez voir, la preuve est un peu plus élégante et pourra aussi expliquer pourquoi on s'était retrouvé avec plein de sommes de 1 qui finalement nous amenaient à faire des x2, 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 x2. Ça va être une autre compréhension de cette égalité. Très bien, maintenant que je vous ai donné cette ligne de mire, si vous voulez essayer de l'attaquer de cette façon-là, n'hésitez pas à faire à nouveau une pause pour le faire, avant que je ne continue dans cette résolution. Ok. Alors commençons par montrer que la fonction qui a n associe 2 puissance oméga n est multiplicative. C'est-à-dire, montrons que si, donc c'est la première étape, si n et m sont premiers entre eux, alors 2 puissance oméga n m, c'est égal à 2 puissance oméga n fois 2 puissance oméga m. Alors, encore une fois, il va falloir jouer avec la décomposition en facteur premier. Donc en effet, si n s'écrit P1 à la puissance M1 jusqu'à PK à la puissance MK, et M c'était pas un très bon choix, donc je vais changer de lettre. Allez, disons S. S1 jusqu'à SK, très bien. Et puis M, on va dire que c'est Q1 à la puissance R1 jusqu'à QT à la puissance RT. Voilà, c'est ça. Ok, donc supposons que ça, ce sont les décompositions en facteur premier de n et m. Ok. Alors, je peux me rendre compte, donc, d'après ce que je viens d'écrire, que oméga de n, c'est donc k, que oméga de m, c'est donc t. Enfin, je peux déjà constater ça. Maintenant, un autre truc qu'il faut constater, c'est qu'on ne peut pas avoir un nombre premier qui apparaît à la fois pour n et pour m, étant donné qu'on suppose que n et m sont premiers entre eux. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, une façon de le dire, c'est que l'intersection entre les facteurs premiers du premier ensemble et les facteurs premiers du deuxième ensemble, et bien ça donne le vide, de pas d'intersection. Donc il n'y a pas un nombre premier qui doit apparaître des deux côtés, car s'il y en avait un qui apparaît des deux côtés, ça veut dire que ce nombre premier divise le PGCD. Et s'il divise le PGCD, ça veut dire que le PGCD ne peut pas être égal à 1. Okay, donc ça vient du fait que le PGCD entre n et m vaut 1. Par conséquent, si je veux compter le nombre de facteurs dans n fois m, il suffit de faire le nombre de facteurs que nous avons ici, plus le nombre de facteurs que nous avons ici, moins normalement l'intersection, mais l'intersection ici est vide. Donc ça va nous donner exactement k plus t, donc, oméga de n plus oméga de m. Et donc vous l'aurez compris, si je regarde 2 puissance oméga de n fois m, ça va donner 2 puissance oméga de n fois 2, peut-être pas si vite, plus oméga de m, et donc par propriété de puissance, 2 puissance oméga de n fois 2 puissance oméga de m. Et c'est donc gagné, nous avons bien la multiplicativité
de la fonction qui a n associe oméga de n. Très bien. Voilà la première étape faite. Deuxième étape, nous allons démontrer la propriété que je vous ai citée un petit peu plus tôt. Si j'ai une fonction qui est multiplicative, alors la fonction qui a un entier associé, la somme par rapport au diviseur est aussi multiplicative. Donc je réécris l'énoncé. Si j'ai phi qui est multiplicative, alors la fonction qui a n associe somme pour d divise n, d supérieur à 1 des phi de d, l'est aussi. C'est ça que nous allons démontrer. Très bien. Alors bon bah il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Si je prends n et m, deux nombres encore une fois premiers entre eux, alors je vais tout de suite le dire. Si je veux regarder les diviseurs de n fois m dans ce cas-là, je peux tout simplement regarder un diviseur de n et un diviseur de m. Ça suffit amplement pour me donner les diviseurs de n fois m. Donc en fait on a une bijection donnée par la chose suivante. Si je veux regarder les diviseurs de n fois m, je peux le voir à travers les diviseurs de n croix diviseur de m. Donc je choisis un diviseur de n, je choisis un diviseur de m, et j'associe à ça un diviseur de n fois m comme étant le produit des deux diviseurs. Et ceci forme une bijection. Je vous fais pas la preuve, c'est pas trop difficile, hein, il suffit vraiment de se poser la question, ok, bah si je prends un diviseur de n fois m, montrer qu'il peut s'écrire de manière unique, en fait c'est ça qu'il faut montrer qu'il peut s'écrire de manière unique comme un diviseur de n fois un diviseur de m. Si vous réussissez ça, bah, vous avez démontré la bijection. Donc c'est pas très difficile de vérifier ça, je vous invite vraiment à le faire par vous-même. Et donc, bon, bah, maintenant que j'ai cette bijection, je vais pouvoir démontrer ce que je veux. Donc en effet, si maintenant je continue avec n et m premiers entre eux, alors la somme des diviseurs de n fois m, d supérieur égal à 1 des phi de d, je peux le réécrire comme la somme pour d1 qui divise n, d1 supérieur égal à 1, avec la somme, donc ça va faire une double somme, hein, j'ai une somme sur les couples d1, d2, où d1 divise n et d2 divise m, et d va être remplacé par d1, d2. Donc phi de d1, d2. Comme phi est multiplicative, d1 diviseur de n, d2 diviseur de m, eh bien d1 et d2 sont premiers entre eux. Donc d1 et d2 sont premiers entre eux. Peu importe le choix du diviseur qu'on prend dans n et le choix du diviseur qu'on prend pour m, c'est facile à voir parce que sinon, ça voudrait dire alors qu'on aurait un diviseur commun pour n et m, et donc le PGCD serait divisible par ce diviseur, ce qui n'est pas possible, sauf si ce diviseur n'est autre que 1. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autre choix que de devoir faire ça. Très bien, donc la multiplicativité, donc plus multiplicativité de phi, me permet d'écrire somme pour d1 divise n, d1 supérieur ou égal à 1, somme d2 divise m, d2 supérieur ou égal à 1, des phi de d1, phi de d2. Et vous pouvez constater maintenant que je peux mettre en facteur phi de d1 de la somme le plus à l'intérieur. Puis une fois que j'ai mis phi de d1 en facteur, on peut se rendre compte que la somme sur d2, des phi de d2, va pouvoir se mettre en facteur de l'autre somme. Et donc, une fois que j'ai ça, bah, je peux conclure. Je vais obtenir finalement somme d1 divise n, d1 supérieur ou égal à 1, des phi de d1, le tout fois somme d2 divise m, d2 supérieur ou égal à 1, phi de d2. Et ceci permet donc de conclure qu'en effet, on a bien multiplicativité de la fonction qui à n associe cette somme, car je viens de démontrer que si je fais l'image de n fois m, ça fait bien l'image de n fois l'image de m. Donc voilà, je viens de montrer que cette chose est bien une fonction multiplicative. Ok, maintenant que je viens de montrer la multiplicativité, il me reste à montrer l'identité pour n'importe quelle puissance de nombre premier. Et vous allez voir qu'on pourra conclure ensuite. Ça ne va pas être dur. Hop. Donc oui, je me permets de faire juste un petit entre-deux. Là, le fait d'avoir démontré ça, avant de me lancer dans la partie suivante, avoir démontré ça, ça me permet de démontrer que la fonction qui a n associe somme des mu d carré
comme ça, d divise n, d supérieur ou égal à 1, est multiplicative. C'est une conséquence de ce que je viens de démontrer. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez, et c'est ce que j'ai admis ici, mu est multiplicative. Le mettre au carré, donc mettre une fonction multiplicative au carré, ça reste multiplicatif, puisque vous avez mu de n fois m au carré, deviendra mu de n au carré fois mu de m au carré. Donc vous voyez que mettre à une certaine puissance une fonction multiplicative ne change rien à la propriété d'être multiplicatif, ça restera multiplicatif. Donc il n'y a aucun problème, très bien, mu d au carré, donc la fonction qui a n associée mu n au carré est multiplicative. Et une fois que vous avez ça, ben vous avez que la somme ici que je viens d'écrire, cette fonction-là, est bien multiplicative. Donc c'est vraiment une conséquence de ce qu'on vient de démontrer. Donc maintenant que j'ai dit ça, comme je l'ai dit, on peut passer à l'étape suivante et montrer que l'égalité est vraie pour n'importe quel nombre n qui s'écrit comme puissance d'un nombre premier. Donc prenons n puissance d'un nombre premier, et donc intéressons-nous, je vais quand même prendre juste k entier naturel non nul, et puis on pourra traiter le cas n égale à 1 à part, c'est pas forcément, je pense que c'est pas forcément un problème. Donc si je m'intéresse à ce cas-là, du coup oméga de n c'est facile, c'est directement égal à 1, puisqu'il n'y a qu'un seul facteur premier. Donc je vais avoir oméga de n qui vaut 1, et donc par conséquent 2 puissance oméga de n devient égal à 2. Ok. Maintenant si je regarde la somme des diviseurs, donc de p puissance k, c'est quoi un diviseur de p puissance k? Si on y réfléchit un peu. C'est toutes les puissances du nombre premier qui est en jeu, compris entre 0 et k. Donc ça veut dire que je me retrouve finalement avec la somme pour i allant de 0 à k, donc des mu de p puissance i au carré. Là vous commencez à reconnaître quelque chose qu'on a vu il y a quelques instants, mais très bien, donc vous avez ça, puis là vous utilisez les mêmes arguments que précédemment. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire ça, ça peut se ramener juste à la somme pour i allant de 0 à 1, car si i est plus grand que 2, mu de pi de p puissance i ça fait 0, automatiquement, puisqu'on a un nombre premier au carré qui divisera l'entier que vous avez. Et puis ensuite mu de pi dans ce cas-là, donc quand on vaut 1 ou quand on vaut 0, soit ça vaut 1, soit ça vaut moins 1, mais mis au carré, ça vaudra toujours 1. Donc on se retrouve avec cette somme-là qui vaut 1. Enfin cette somme-là de termes qui valent tous 1, et ça donne 2. Donc très bien, on a égalité. Check. Donc voilà, on a égalité pour n'importe quel nombre qui est une puissance d'un nombre premier. Bien sûr, il faut que je vois aussi le cas où n égale 1. Pour le cas où n égale 1, le seul diviseur, donc si je regarde les diviseurs de 1, d, de 1 j'ai dit, d supérieur ou égal à 1 de mu d carré, ça me donne 1. C'est évident parce que le seul diviseur de 1 qui est positif c'est 1. Et puis de l'autre côté, combien y a-t-il de facteurs premiers à 1? Il n'y en a aucun, donc ça veut dire que 2 puissance oméga de 1, ça fait 2 puissance 0, et 2 puissance 0, ça fait bien 1. Donc on a bien égalité aussi pour n égale 1, il n'y a aucun problème. Chouette, maintenant que j'ai démontré tout ça, on peut conclure. En effet, pour conclure, si je prends un entier n, vous voyez encore une fois que je vais avoir besoin de la décomposition en facteurs premiers. Et donc, ce que je peux écrire, c'est la chose suivante. J'ai n qui va être égal donc n, si je suppose qu'il s'écrit p1 puissance, comme je l'ai fait tout à l'heure, p1 puissance m1 jusqu'à pk puissance mk. Donc si je le fais comme tout à l'heure, je vais pouvoir dire en fait que les fonctions qui sont en jeu sont multiplicatives. Donc ça veut dire que je sais déjà, par exemple, que 2 puissance, je vais commencer comme ça. Je sais que 2 puissance oméga n est la fonction qui a n associée 2 puissance oméga n est multiplicative. Donc ce truc-là, c'est la même chose que 2 puissance oméga p1 puissance m1, etc. jusqu'à 2 puissance oméga p2 puissance m2. Or, on sait déjà que pour n'importe quelle puissance de p, là, l'égalité est vraie, donc ça veut dire qu'on peut changer toutes les puissances de 2 par les sommes sur les fonctions de Mobius. Donc on va avoir somme de d divise p1 à la puissance m1, d supérieur ou égal à 1, des mu de d carré, fois, etc. jusqu'à fois, et le dernier, somme pour d divise p k puissance m k, d supérieur ou égal à
des mu de d carré. Et là, on utilise maintenant la multiplicativité de la fonction qui a n associe la somme pour d divisant n des mu d carré. Et ça me permet de dire alors qu'on a bien la somme pour d divise n d supérieur ou égal à 1 des mu de d au carré. Donc on utilise la multiplicativité ici et la multiplicativité ici, en plus du fait qu'on a égalité pour les nombres qui s'écrivent comme puissance d'un nombre premier. Donc c'est ça l'avantage de la propriété de multiplicativité des fonctions arithmétiques, c'est justement de ne pas avoir à démontrer cette identité pour n'importe quel entier naturel, mais de plutôt se restreindre à des entiers qui s'écrivent comme puissance d'un nombre premier. On voit que pour cela c'est très simple. Et puis une fois qu'on a traité ça, en fait la multiplicativité plus l'égalité pour les puissances de nombres premiers implique égalité partout pour n'importe quel entier naturel non nul. Bon voilà, alors je vous ai fait donc la preuve brutale, je vous ai fait maintenant la preuve en ayant un petit peu plus de background sur l'arithmétique et là notamment les fonctions arithmétiques. J'aimerais terminer avec une dernière preuve intéressante qui est la preuve utilisant la combinatoire. C'est une preuve assez chouette. Alors pour utiliser la combinatoire, je vous avais donné l'indication de chercher quelque chose. Donc essayez de se souvenir en combinatoire ou en énumération, quel genre d'objet peut se compter comme 2 puissance quelque chose. Bien, si on y réfléchit un peu, on peut se rendre compte qu'en fait, un truc qui s'écrit 2 puissance quelque chose, un ensemble qui s'énumère de cette manière-là, ça peut faire penser aux parties d'un ensemble, justement contenant oméga n éléments. Mais oméga n, ici, ce sont les facteurs premiers de n. Donc, on peut dire déjà que 2 puissance oméga n, eh bien, c'est la même chose en fait que le nombre de parties des facteurs premiers. Donc, si je note P1, Pk, les facteurs premiers distincts de n, distinct 2à2 de n, eh bien je peux dire en fait que ce truc là c'est la même chose que compter les parties de l'ensemble P1, Pk. Mais il y a une jolie bijection à faire ici. Prendre une partie de cet ensemble. Ça revient exactement à prendre un facteur du nombre P1 jusqu'à Pk, du produit des nombres P1 jusqu'à Pk. Donc en fait on a une jolie bijection. Donc on a une jolie bijection entre les parties d'un ensemble. Une partie de l'ensemble ici P1, c'est pas juste de n'importe quel ensemble, donc des parties de P1 Pk vers les nombres D qui divisent donc, D entier naturel non nul, tel que D divise P1 Pk. Et cette bijection est donnée par le morphisme suivant. Si je prends un sous-ensemble, donc une partie de cet ensemble, je peux tout simplement faire le produit des éléments qui sont dans cet ensemble. Donc si par exemple dans la partie que je prends, j'ai P1, P2 jusqu'à... par exemple, si je prends rien, je vais commencer par cet exemple. Si je prends rien, si je prends le vide est envoyé vers le produit vide, et le produit vide, ça vaut 1. C'est bien un diviseur du produit, du produit P1, Pk. Si je prends maintenant une partie avec un seul élément, je vais avoir juste Pi, et du coup je vais me retrouver avec le facteur Pi. Puis si je prends deux nombres premiers distincts, je vais me retrouver avec le produit des deux nombres premiers, et du coup c'est un facteur aussi de P1, Pk. Donc on peut vérifier que ce truc-là c'est bien une bijection, et c'est pas difficile à vérifier d'ailleurs, donc on peut vérifier ceci, et donc ça veut dire que ce truc-là c'est la même chose que le nombre de diviseurs supérieur ou égal à 1 de P1, Pk, du produit P1, Pk. Maintenant que j'ai écrit ça, je peux le réécrire un tout petit peu autrement pour que ça ressemble à quelque chose de ce goût-là. En effet, ça c'est donc la même chose que la somme pour D qui divise P1, Pk, D supérieur ou égal à 1, des mu de D, peut-être pas tout de suite, mais d'abord de 1. En effet,
pour compter le nombre d'éléments qui est là-dedans, je peux juste faire plus 1 à chaque fois que je vois un diviseur de P1 fois PK, diviseur positif. Donc voilà, bah c'est exactement la traduction de la somme au-dessus. Mais 1 ici, bah si je réfléchis un petit peu, je peux me rendre compte que mu de D, ça vaut toujours moins 1 puissance quelque chose. Et donc mi au carré, ça va me donner bah, finalement 1. Ça vaudra toujours moins 1 puissance quelque chose parce que le nombre que j'ai là ici n'est divisible par aucun carré. Donc n'importe quel diviseur de ce nombre ne sera divisible par aucun carré, sinon ça veut dire que le nombre de départ est divisible par un carré. Donc ça veut dire que le 1 qui est ici, je peux m'amuser à le remplacer par mu de D au carré. Donc cette chose, c'est en fait égal à la somme pour D qui divise P1 PK, D supérieur ou égal à 1, des mu de D au carré. Vous pouvez constater qu'on n'est plus très loin de la formule de départ, mais pour en fait se ramener à la formule de départ, qu'est-ce qu'il faut constater? Il faut constater que pour les autres diviseurs de n, il va y avoir un carré qui va apparaître. Donc en fait je peux décortiquer la somme par rapport au fait qu'il y a un carré qui apparaît ou qu'il n'y a pas de carré qui apparaît. Donc en fait la somme qui est ici, si je reprends de l'autre bout que je veux obtenir, D divise n, D supérieur ou égal à 1, des mu de D carré. Je peux le réécrire comme la somme des D qui divise n tel qu'il existe P premier tel que P carré divise D. Donc D toujours supérieur ou égal à 1, des mu de D carré, plus la somme des D qui divise n, mais cette fois-ci, pour n'importe quel nombre premier, P carré ne divise pas D, D supérieur ou égal à 1. Et en fait, ce que je viens d'écrire là, c'est exactement égal à l'autre terme, parce que cette chose-là, cette partie-là de la somme, elle vaut 0, automatiquement. Et puis maintenant, si je fais la somme des diviseurs de n dans lequel il n'y a aucun carré qui divise D, eh bien c'est exactement prendre un diviseur du produit P1 jusqu'à PK. C'est exactement ça, parce que si je prends un nombre qui n'est pas divisible par un carré, je vais automatiquement l'écrire comme un produit, un sous-produit ou un facteur du produit de P1 jusqu'à PK. Donc en fait, ça vaut 0, et cette somme-là correspond exactement à la somme qu'on vient d'écrire. Et donc on a terminé, on vient de démontrer qu'on a l'égalité entre ce truc-là et ce truc-là. Et vous remarquez que j'ai eu besoin de deux trucs. D'une part, le jeu avec cette bijection, donc le fait de dénombrer un ensemble de deux manières différentes. J'ai joué avec ça, d'une part. Et d'autre part, j'ai utilisé aussi la propriété de mu. Donc encore une fois, lié à la définition, s'il y a un nombre premier qui au carré divise l'entier en jeu, alors mu de cet entier vaut 0. Donc j'ai utilisé ça aussi, encore une fois, et ça me permet de conclure. Bon voilà, je trouve que c'est une jolie autre preuve possible de cette identité. Et donc je vais m'arrêter sur ça, parce que je vous ai fait suffisamment de choses, là je vous ai fait 3 preuves distinctes, qui utilisaient des outils assez variés. La première, des outils très élémentaires de première année de classe préparatoire, sur de l'arithmétique, vraiment juste la décomposition en facteur premier, puis allez hop, on rentre dedans, dans le calcul de la somme, et ça donne des sommes horribles, mais on peut réussir à gérer tout ça, à simplifier tout ça pour arriver au résultat final. On a la preuve utilisant la multiplicativité des fonctions, donc là ça demande un petit background supplémentaire, qu'on voit plutôt peut-être en deuxième année de classe préparatoire, voire peut-être un peu au-delà, parce que c'est vrai que c'est plus un exercice qui serait à portée de main en concours, à condition qu'on introduise ce que c'est une fonction multiplicative et qu'on vous fasse démontrer les choses, comme là je viens de faire un petit exercice sur les fonctions multiplicatives. Ça c'est un exercice type vraiment concours de prépa à mon avis, donc voilà, ça serait plus un truc concours de prépa, si on vous explique ce que c'est une fonction multiplicative. Et à partir de là, on réussit à démontrer l'identité qu'on souhaite. Ok. Et puis la dernière preuve que je vous ai donnée, c'est une preuve assez jolie de combinatoire, faisant appel au dénombrement d'un même objet par deux formules distinctes. Et grâce à ça, on arrive à conclure. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par l'ensemble de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!